Bonjour. La leçon que nous allons présenter aujourd'hui s'intitule Conscience et inconscient. Et quand nous disons inconscient, il faut distinguer ce vocable d'avec celui d'inconscience qui est plus familier, mais qui ne désigne pas la même réalité. Il s'agit ici de poser une question fondamentale qui est celle de l'interrogation anthropologique, à savoir qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qu'être homme? La réponse la plus communément admise, c'est que l'homme est une conscience. Autrement dit, l'homme se définit principalement comme un être doué de conscience. Mais que signifie être un être de conscience? Et d'abord, qu'est-ce que la conscience? Si l'homme se définit comme un être doué de conscience, comment alors comprendre et expliquer que l'on puisse parfois qualifier l'homme d'inconscient ou également son comportement pourrait être qualifié d'inconscient dans certaines circonstances? Ce qui peut poser le problème, ce qui va nous amener à soulever le problème posé par la notion plus large d'inconscient. Dans notre démarche, nous aurons deux attitudes, à savoir d'abord la définition et la portée de la conscience, et dans un deuxième moment, nous essaierons d'établir le statut de la notion d'inconscient. Le premier problème sera donc celui de la conscience. Alors, définissons la conscience comme la faculté qu'a notre esprit de saisir ce qui se passe en nous ou hors de nous, comme la faculté qu'a notre esprit de saisir nos actes et nos états intérieurs, comme également la faculté de saisir la valeur morale de ces actes et de ces états intérieurs, ou la connaissance qui résulte de l'activité de la conscience elle-même. Selon son étymologie, le mot conscience découlerait d'une conception latine, cum scientia, qui veut dire accompagné de savoir. Autrement dit, la conscience serait le savoir qui accompagne nos actes et nos états et qui nous permet de manifester un certain nombre de comportements. Alors, l'analyse de la définition de la notion de conscience va nous révéler deux sens possibles. D'abord, au sens psychologique, la conscience peut être définie comme faculté de connaissance. Autrement dit, c'est la faculté par laquelle le sujet connaît ses actes, ses états et la représentation qu'il peut s'en faire au niveau de son esprit. Il y a donc ici la possibilité de savoir ce qui se passe en nous, ce qui se passe en dehors de nous, et cette connaissance-là, qui est celle d'un sujet dit conscient, est liée à la conscience, on va dire, psychologique. Lorsqu'un boxeur est atteint, l'arbitre lui pose un certain nombre de questions pour vérifier l'état de sa conscience. S'il sait déterminer l'endroit, la date, le moment, etc., cela veut dire qu'il est encore conscient et qu'il est susceptible de continuer le combat. Mais il y a des états d'inconscience, comme le sommeil, comme l'évanouissement, comme la perte partielle de lucidité, qui ne permettent pas à un sujet de savoir ce qui se passe en lui ou autour de lui. Cet état d'inconscience qu'on appelle le sommeil est un état de la conscience, un état, nous allons dire, normal dans la vie de la conscience et qui ne manifeste pas une difficulté majeure car la conscience s'aménage certaines plages de repos. Et cet état d'inconscience est un état, nous allons dire, négatif de la conscience, un état de perte de conscience, comme dans l'évanouissement également. Alors, dans le sens moral, la conscience sera conçue comme faculté de jugement, et c'est cette faculté qui nous permet de juger de la valeur des actes que nous accomplissons. Sont-ils bons? Sont-ils mauvais? Sont-ils acceptables? Sont-ils répréhensibles? Tout cela est le fait de la conscience morale qui peut en juger. Elle est donc conçue ici comme faculté de jugement. Alors, dans ce concept ici, l'inconscience sera une incapacité
à coïncider avec les fonctions que la société nous a attribuées. Un homme qui ne serait pas en mesure de savoir quels sont les devoirs liés à sa situation sera considéré comme inconscient. Un père de famille, par exemple, qui ne serait pas en mesure de régler avec correction les détails de son magistère, si l'on peut le dire ainsi, qui ne sait pas à quoi il est attendu par rapport à la société, celui-là sera considéré comme inconscient s'il agit dans un sens non conforme aux intérêts que la société lui a assignés et à ses fonctions également. Alors, ainsi, la conscience est psychologique, faculté de connaissance, elle est morale, faculté de jugement, et elle va permettre à un sujet de pouvoir se représenter son rapport à la réalité. Alors, en ce sens, on peut dire que les objets de la conscience peuvent être considérés comme les actes que l'individu accomplit, ses comportements, ses attitudes au quotidien, n'est-ce pas? Ses états intérieurs comme les pensées, les sentiments, à savoir la tristesse, la joie, etc. Les sensations également, comme la chaleur, la douleur, la faim. Par exemple, avoir faim et savoir que l'on a faim, c'est être conscient, n'est-ce pas? Il y a également la réalité extérieure qui est saisie d'une certaine manière par le sujet, de manière subjective en quelque sorte, et tout cela est objet de la conscience. Alors, en ce sens, la conscience en tant que présence à soi est cette faculté qui ramène les actes et les états à l'unité d'un sujet qui devient capable de dire je, qui devient capable de dire moi, c'est-à-dire qui devient capable de parler de lui à la première personne du singulier. À partir du moment où un sujet est capable de se représenter sa réalité de cette manière-là, en ce moment, on peut dire que nous avons affaire à un être conscient. Donc ici, il y a la perception de soi du sujet en tant que sujet différent des objets qu'il a en face de lui, et tout cela caractérise des manifestations de la conscience. La conscience aussi peut se saisir dans la perception des opérations de l'esprit en tant qu'elles sont saisies par le sujet. Donc tout cela, toutes ces manifestations vont constituer les éléments par lesquels on peut percevoir la présence de la conscience chez un sujet donné. Alors, dans la portée que la conscience va avoir par rapport à un sujet, il y a cette présence au monde qui est une expérience de la conscience et dont l'effet est surtout la mise à distance du monde qui va installer un rapport duel entre un sujet et un objet, entre un sujet percevant et un objet perçu. Contrairement à l'animal qui est dans le monde et qui ne fait que se sentir, l'homme, par contre, se tient devant le monde et il va être capable de se penser au-delà du fait de se sentir. Il sera capable non seulement de se penser, mais également de penser le monde qu'il a en face de lui. Et c'est là, cette attitude, cette distance que la conscience établit entre le sujet et le monde extérieur, qui fait du monde un objet, et un objet susceptible d'être pensé, susceptible d'être recherché, susceptible d'être compris. Et c'est en ce moment-là que l'objectivité du monde, on va dire, n'est-ce pas, se retrouve décalée dans la distance qui est établie par la conscience entre le sujet qui pense et l'objet qui est pensé, à savoir le monde extérieur. Et c'est cela qui installe l'idée d'une responsabilité, car par la conscience morale, il va y avoir une autre mise à distance, mais ici, mise à distance de soi, c'est-à-dire du sujet par rapport à lui-même. Dans la mise à distance du monde, le sujet se distingue d'un objet, mais ici, dans la mise à distance de soi, c'est le sujet qui se distingue de lui-même, et c'est pourquoi il devient capable de penser les actes qu'il accomplit
et d'en éprouver soit un sentiment d'insatisfaction qui s'exprime à travers le regret, le remords, ou un sentiment de satisfaction quand le sujet estime avoir bien agi, s'être bien comporté et avoir pensé de manière positive. Et en ce moment-là, il y a possibilité de juger sa réalité, n'est-ce pas, de penser sa propre existence d'une certaine manière. C'est en ce sens-là que la conscience morale va caractériser un sujet personnel, un sujet qui pense et qui se pense également lui-même. Cela veut dire que la conscience est chez l'homme cette condition de possibilité à la fois de la philosophie comme de la science, car si l'homme est arrivé à poser son rapport à la réalité comme un rapport de réflexion, comme un rapport d'étonnement, c'est parce qu'il est d'abord conscient. Et c'est dans cet ordre d'idée que Karl Jasper disait que s'étonner, c'est prendre conscience de son ignorance. Cette prise de conscience est donc le point de départ de toute activité philosophique, comme peut-être de toute activité scientifique qui installe le sujet face au monde et qui fait du monde un objet extérieur sur lequel il y a possibilité de chercher à connaître, à comprendre et peut-être même à transformer. Alors, donc, cette conscience va se manifester comme conscience de soi qui apparaît chez le sujet comme étant la première certitude et comme le fondement de toute certitude. Tel est le sens du cogito cartésien, je pense donc je suis, qui se dit en latin cogito ergo sum. Et chez Descartes, ici, il y a l'idée selon laquelle, à partir du cogito, n'est-ce pas, la pensée est saisie, et cette pensée qui est saisie nous donne la possibilité d'avoir une certitude universalisable, une certitude qui puisse être partagée par tous les hommes. Et c'est en ce sens-là que la conscience apparaît comme le fondement de toute connaissance et comme le modèle de toute connaissance en réalité. Et c'est pourquoi, à partir de là, il y a possibilité de savoir que lorsque je dis je pense et que je dis je suis, c'est parce que je suis arrivé à une vérité indubitable, à l'indubitabilité du doute lui-même, puisque ayant douté de toute réalité, de toute croyance comme de toute connaissance, Descartes se rend compte qu'il y a une chose dont il n'est pas possible de douter, c'est la réalité du doute lui-même. Alors, si le doute est une pensée, si la pensée est réelle, celui qui pense nécessairement sera aussi réel. Donc, je pense, donc je suis, affirme la réalité du sujet à travers la réalité de la pensée, et cette saisie est une saisie indubitable qui devient un point de départ inébranlable. La conscience apparaît donc ici comme le point de départ de l'existence du sujet. C'est parce que le sujet existe en tant que sujet, c'est parce qu'il est conscient qu'il est peut-être considéré comme sujet, et s'il n'était pas conscient de ce qu'il fait ou de ce qu'il est ou de ce qu'il a, en ce moment-là, on ne saurait l'exprimer en tant que sujet, il serait chose parmi les choses. Et c'est cela qui fait dire à Hegel, parce qu'il est esprit, l'homme a une double existence. Il ne se contente pas simplement d'exister comme les choses du monde extérieur, mais il a la possibilité de se représenter cette existence-là, et c'est en ce moment-là que son existence devient double. Elle est non seulement vécue, mais elle est aussi pensée, et c'est ce redoublement qui est le fait de la conscience, qui est donc une particularité humaine à proprement parler. La précision qu'il faut peut-être apporter à ce niveau est l'idée à savoir qu'une conscience qui ne serait consciente que de soi ne saurait exister, ne saurait être réelle. Et c'est ce sens que Husserl va aborder quand il nous dit que toute conscience est conscience de quelque chose. En ce sens, la conscience apparaît comme la manière pour l'homme d'appréhender le monde extérieur et de se déterminer par rapport à celui-là. Elle est donc fonction de l'intention qui anime le sujet,
et c'est pourquoi elle est d'abord immédiate avant d'être réfléchie. Voilà ce que Husserl appelle la visée intentionnelle, visée d'un objet extérieur à soi par le détour duquel la conscience revient sur elle-même. Avant donc que la conscience ne puisse se saisir elle-même, elle a d'abord saisi l'objet extérieur et c'est pourquoi elle est d'abord conscience de quelque chose d'autre que soi, conscience de quelque chose d'extérieur à soi et c'est pourquoi elle n'est pas d'abord intérieure. Telle est la critique qui pourrait être soulevée à ce niveau. Donc, une précision, à savoir que quand la conscience se saisit, elle s'est saisie à travers la saisie d'autre chose que soi, et c'est cela qui fait que le sujet lui-même, pour exister, existe en fonction d'un certain nombre de projets, un certain nombre de dessins qu'il va mettre en œuvre et par rapport auquel il va essayer de réaliser une certaine effectuation. Avant même que de savoir ce que le monde est ou ce qu'il n'est pas, il va vouloir d'abord le posséder en réalisant un certain nombre de projets et c'est cette intentionnalité qui apparaît comme première par rapport au fait de connaître et de comprendre et c'est pourquoi la connaissance chez l'homme pose un certain nombre de problèmes. Alors, donc ici, c'est dans cette intersubjectivité que la conscience va se manifester, puisque l'homme est conscient à travers un certain nombre de cadres dans lesquels se trouve l'humanité. C'est donc dans la relation avec les autres que le sujet se découvre existant. Jean-Paul Sartre dira à ce titre que autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même. Si j'arrive à me représenter ma propre réalité, si je deviens capable de penser ma propre existence, mes actes et mes comportements, c'est parce que j'ai d'abord été jugé par le regard d'autrui, c'est parce que d'abord j'ai été saisi par le regard d'autrui et quand je suis soumis au regard d'autrui, je suis soumis en tant qu'objet et c'est comme objet que j'apparais à autrui. C'est parce que j'apparais comme objet à autrui que je deviens capable de me représenter ma propre réalité en tant qu'objet et c'est ainsi que dans ce dédoublement, la conscience morale me donne la possibilité de juger mes actes et mes comportements et de leur attribuer une certaine valeur morale. Alors, ici, il va falloir penser que jusqu'ici, la conscience est saisie dans un sens positif, dans un sens où elle permet au sujet, n'est-ce pas, de réaliser ses actes et ses comportements, mais avec un certain nombre d'auteurs, nous aurons la possibilité de considérer les limites de la conscience. Ici, la conscience va apparaître comme une réalité qui ne serait pas originaire en tant que telle, mais qui serait d'une certaine manière fomentée par des circonstances, par des réalités extérieures à la saisie du sujet lui-même. N'est-ce pas? Déjà, à partir du philosophe allemand Leibniz, il y a l'idée que chez l'homme, il existerait des aperceptions infinitésimales qui sont de telle sorte que le sujet n'en a pas conscience, bien qu'elle l'affecte à un certain moment, bien qu'elle l'affecte d'une certaine manière, mais d'un degré tellement infime qu'il n'en a pas la possibilité, n'est-ce pas, d'en saisir la perception consciente en réalité, ce qui fait donc qu'ici, il y aurait certaines choses qui affectent le sujet, mais que la conscience ne serait pas capable de les percevoir en réalité. Ici, les maîtres du soupçon vont renforcer cette idée de limitation de la conscience et avec Karl Marx, Friedrich Nietzsche et Sigmund Freud, l'idée que la conscience serait originaire va être battue en brèche et ce qui est remis en question ici, ce n'est pas tant la conscience elle-même que l'importance qui lui est donnée par les philosophes du sujet. Ici donc, avec Marx, la conscience sera considérée non pas comme le point de départ de l'existence du sujet, mais tout simplement comme un reflet du monde extérieur, lequel monde extérieur serait structuré
par l'infrastructure économique et qui va installer les rapports dans lesquels le sujet va se retrouver au sein d'une société donnée. La conscience étant donc ce qu'on peut appeler un produit social, un produit de la société, va refléter la manière d'être du sujet dans le monde, ce qui va faire que le sujet lui-même, n'est-ce pas, va penser de la manière dont la société a réalisé sa structuration à partir des rapports économiques qui sont posés par cette société-là. Et en fonction de la place qu'occupe le sujet, il va être possible de penser d'une certaine manière, ce qui fait que la pensée du sujet est orientée en fonction, n'est-ce pas, des conceptions qui sont dominantes dans la classe dans laquelle il se situe, ce qui fait que la conscience de classe d'un sujet donné n'est pas la même que celle d'un autre. Et c'est pourquoi, à chaque fois qu'un individu exprime une vérité, il faudra d'abord se demander d'où parle celui qui parle et pourquoi il a tel ou tel type de vérité par rapport à tel ou tel type de problème. Donc la position que prend un sujet, position qui voudrait se présenter comme objective, apparaît toujours comme étant conditionnée par les réalités de la société. Et c'est pourquoi Marx dira que ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais plutôt la vie économique, n'est-ce pas, matérielle et concrète qui va déterminer la conscience du sujet. Chez Nietzsche, la remise en question de la conscience va se faire à partir d'une autre considération, à savoir que d'après lui, l'homme étant un être social doit vivre nécessairement avec les autres hommes. Et pour vivre avec les autres hommes, il est obligé de développer ce qu'on appelle une conscience, laquelle lui permettra de pouvoir comprendre et être compris par ses semblables. De sorte que la conscience telle qu'elle est développée ne va pas prendre en charge toutes les possibilités humaines, ni toutes les aspirations les plus élevées de l'homme, mais seulement ce que la société a produit et qu'elle considère comme étant le bien. D'où l'idée qu'il va falloir réaliser une généalogie de la morale pour voir qu'est-ce qui motive nos sentiments de bien, nos idées, nos valeurs morales, qui sont en général la conséquence de la morale sociale qui est considérée par lui comme une morale décadente, comme étant la morale des faibles. Et c'est pourquoi les valeurs de bien ou de mal, telles qu'elles sont pensées par le sujet dans une société donnée, ne sont pas aussi objectives qu'on pourrait les penser a priori. Et c'est cela qui fait qu'il faut remettre en question l'idée que la conscience serait capable de savoir ce qu'est le bien ou ce qu'est le mal, car elle-même est fourvoyée, elle-même est induite en erreur par ceux-là qui dirigent la société et qui vont installer des valeurs décadentes au lieu des valeurs d'humanité qui conduiraient l'homme à réaliser le surhomme. Alors, chez Freud, la conscience va poser un problème un peu plus délicat, dans le sens où Freud n'est pas à proprement parler un philosophe. Il est d'abord un médecin qui cherche à comprendre les troubles du comportement et les problèmes psychiques de l'homme. Et donc, avec un certain nombre de collègues médecins, il a eu à faire un certain nombre d'expériences avec Breuer, avec d'autres médecins, n'est-ce pas, Charcot et tout cela. Ils vont essayer de comprendre que dans le comportement humain, il y a des choses qui ne sont pas explicables à travers la conscience, et c'est parce que la conscience ne peut pas les expliquer que tout cela est rangé dans le domaine de l'absurde, du déraisonnable, de l'inutile, de tout ce qui n'a pas de sens, et tout ce qui est insensé, pour Freud, au contraire, revêt un sens profond et une signification qu'il va falloir dérouler, qu'il va falloir essayer de retrouver à travers une certaine analyse. Cela donc va montrer au médecin Freud que la conscience n'est pas en mesure d'éclairer la totalité
des actes psychiques du sujet. Les pensées, les désirs, les envies, les intentions, tout cela peuvent être liés à des motivations qui ne sont pas saisies par le sujet lui-même, qui, au cours de son éducation, a subi un certain nombre de refrénements qui vont, d'une certaine manière, l'installer dans une situation où il n'est pas capable d'être transparent à lui-même. Voilà donc ce qui fait que si la conscience nous livre certaines données, il y a d'autres qu'elle n'est pas en mesure de nous livrer, et ces autres données qui sont importantes pour la compréhension du sujet, nous risquons de les considérer comme de la monnaie et de ne pas prendre en considération ce qui, chez le sujet, est d'une importance capitale. Voilà donc pourquoi les limites de la conscience vont pousser Sigmund Freud à penser la question en termes d'inconscient. Lorsque Freud parle de l'inconscient, il ne parle pas de l'inconscience, il parle d'une autre instance du psychisme qu'il va décider d'appeler l'inconscient. Car le problème est de savoir ici comment faire pour pallier les lacunes de la conscience et retrouver l'intégralité du sujet au point de vue psychique. L'intégralité du psychisme du sujet, pour être retrouvée, nécessite l'hypothèse de l'inconscient. Cela veut dire que si la conscience est incapable de tout révéler par rapport au sujet, il va y avoir des éléments qu'elle ne peut prendre en considération, et ces éléments-là, elle ne les comprend pas, elle ne les saisit pas parce qu'elle n'a pas été à l'origine de leur production, et c'est pourquoi il va falloir faire recours à une autre instance dans le psychisme humain, instance qui sera appelée ici l'inconscient. Voilà donc ce qui fait qu'au départ, la notion d'inconscient va apparaître comme une hypothèse de travail, et hypothèse qu'il va falloir creuser pour voir jusqu'où on peut la valider d'un point de vue scientifique, pour l'admettre et pour en faire une thèse définitive en réalité. Alors, qu'est-ce que l'inconscient? L'inconscient n'est pas synonyme d'inconscience, nous l'avons vu, parce que l'inconscience n'est qu'un état dans la vie de la conscience. Ça veut dire que l'inconscience, c'est l'état négatif de la conscience, c'est le moment où la conscience s'est absentée. Ici, l'inconscient est fait de tous les contenus psychiques, les pulsions, les désirs, les souvenirs, qui ne sont pas présents à la conscience et qui sont refoulés en dehors de la conscience, mais qui pourtant demeurent actifs. Et c'est cette activité-là qui fait que les éléments de l'inconscient vont pouvoir perturber les données de la conscience, et c'est en cela que l'étude de l'inconscient apparaît ici comme importante à plus d'un titre. Nous dirons donc que l'inconscient est le réservoir des pulsions refoulées. C'est le réservoir des désirs asociaux et des souvenirs traumatiques. Il y a des pulsions en l'homme qui ne sont pas compatibles avec la vie en société et que le sujet va refouler parce qu'il a reçu une éducation dans laquelle il y a eu des interdictions, et ce sont ces interdictions qui ont consisté à ne pas admettre un certain nombre de choses, parce que l'homme, étant un être social, obéit nécessairement à des règles, obéit à des normes, obéit à des lois, et cela fait qu'il ne peut pas s'autoriser toute pulsion, tout désir, n'est-ce pas? Il y en a donc qui ne sont pas en phase avec la manière d'être de la société. Donc les pulsions qui ne cadrent pas avec l'idée de la société seront refoulés, les désirs qui ne sont pas socialement acceptables seront refoulés, les souvenirs qui risquent d'être traumatisants pour le sujet seront éliminés du champ de la conscience, et tout cela, le sujet n'en a aucune connaissance. Il ne sait pas qu'il existe en lui des pulsions qu'il a refoulées. Il ne sait pas qu'il y a en lui des désirs que la société n'admet pas. Il ne sait pas
qu'il s'est débarrassé de certains souvenirs qui l'ont dérangé ou qui auraient pu perturber l'équilibre de sa conscience, et tout cela va résider dans ce réservoir que l'on va appeler l'inconscient. La remarque ici, c'est que ces pulsions qui sont seulement refoulées ont la capacité de remonter à la surface du psychisme à tout moment. Et c'est pourquoi il s'agit d'un mécanisme de défense qui n'est pas tout à fait au point, qui n'est pas tout à fait performant et qu'il s'agirait peut-être de compléter par ailleurs. Alors, donc, les manifestations de l'inconscient, on va les retrouver au niveau des actes manqués. Qu'est-ce qu'un acte manqué? Un acte manqué, nous allons dire que c'est une conduite socialement inadaptée par rapport à une situation donnée, mais qui va manifester un désir inconscient. L'individu qui veut faire une chose contraire à ses désirs risque, au moment de le faire, de faire autre chose, et cela apparaît comme un acte manqué. Il pourrait par exemple s'agir d'un lapsus. Dans un lapsus, l'individu émet un propos, émet une parole, mais qui ne cadre pas avec une situation donnée. Il peut par exemple appeler une personne d'un autre nom, ou être incapable d'appeler une personne correctement par son nom, et tout cela peut faire l'objet d'une incapacité, mais qui est seulement momentanée parce qu'elle est liée à un phénomène, à une situation traumatisante, une situation, on va dire, difficile que l'individu n'arrive pas à surmonter et qui lui donne la possibilité à l'inconscient, n'est-ce pas, d'intruser, si l'on peut dire, dans le discours conscient. Ainsi, le lapsus peut être quand on écrit autre chose à la place de ce qu'on devrait écrire normalement, quand on prononce le nom d'une autre personne à la place de la personne qu'on devrait évoquer, et tout cela constitue une faute considérée comme faute d'inattention ordinairement, mais qui peut révéler un désir du sujet et un désir dont il n'a pas réellement conscience. Alors, le lapsus, même l'oubli, peut apparaître comme un acte manqué lorsqu'on oublie le nom d'une personne dans certaines situations. En ce moment-là, cet oubli-là peut révéler une difficulté psychologique, une difficulté dans les relations avec les individus, et tout cela constitue un acte manqué. Le rêve également peut être une manifestation de l'inconscient, et comme le dira Freud, c'est la voie royale de l'exploration de l'inconscient, car dans le rêve, il arrive que l'on manifeste des situations qui, consciemment, n'ont pas de sens pour nous. Quand nous nous réveillons, nous disons que notre rêve n'a pas de sens. Or, il y a tout à fait un sens, c'est le sens qui n'est pas connu, qui n'est pas manifesté, car, comme le dira Freud, le rêve est la satisfaction déguisée d'un désir refoulé. Il y a donc ici une satisfaction, mais dans cette satisfaction, le déguisement fait en sorte qu'on ne se rend pas compte que ce que nous avons manifesté, c'est quelque chose que nous aurions souhaité, mais que cela ne transparaît pas à la conscience, et c'est pourquoi, à travers ce travestissement, ce déguisement, le rêve apparaît comme n'ayant pas de sens, et c'est à travers l'analyse psychique, l'analyse psychanalytique, qu'il y a possibilité de retrouver le sens d'un tel rêve, le sens d'une telle production onirique. On parlera aussi de la névrose comme manifestation de l'inconscient, et une névrose, on peut la définir comme un trouble mental, mais un trouble mental dont le sujet a conscience. Il en a conscience, mais il est incapable de s'y soustraire, il ne peut pas s'en départir, et c'est le cas dans les phobies, par exemple, dans les manies. La claustrophobie, par exemple, c'est le fait pour une personne d'avoir peur quand elle est enfermée dans une pièce, alors qu'il n'y a aucun danger manifeste ou apparent dans cette pièce. Alors, le fait d'être enfermé peut déclencher une réaction
anormale, si l'on peut dire, une réaction d'anxiété qui peut aller jusqu'à l'évanouissement. Et alors, tout cela manifeste une certaine peur qui a un sens, mais qui n'a pas un sens apparent. Le sujet sait qu'il n'a pas, il n'est pas tranquille dans une pièce fermée, mais il ne sait pas pourquoi, et c'est cela qui pose le problème et qui nécessite l'intervention de ce qu'on appellerait un psychanalyste qui a pour objet d'analyser les faits, les productions psychiques, et qui donc va essayer de retrouver une intelligibilité à tout ce qui est manifesté ici et qui n'est pas saisi directement par le sujet. Il va donc falloir ici distinguer ce que Freud appelle le contenu manifeste d'un acte de ce qu'il va appeler le contenu latent. Alors, le contenu manifeste, c'est la manifestation même extérieure de la production psychique, ce qui est apparent, ce qui est visible. Mais ce qui est visible, ce n'est pas le sens. Le sens, on va le retrouver dans le contenu latent, qui est un sens caché et qui va se manifester à travers certains travestissements qu'il va falloir essayer de retrouver. Donc, si le sujet était atteint de névrose, par exemple, dès qu'on sait quelle est la cause de la névrose, en ce moment-là, le trouble peut disparaître. Il y a certaines manies chez les sujets. La kleptomanie, par exemple, c'est la manie pour un individu de prendre tout ce qui est à portée de sa main, n'est-ce pas? C'est la manie du vol, en quelque sorte. Mais ce vol ne correspond à aucun besoin, n'est-ce pas? Mais simplement à une difficulté de comportement qui est liée, n'est-ce pas, à un trouble psychique dont l'origine n'est pas saisie par le sujet. Une fois donc cette origine saisie par le psychanalyste, il peut arriver que le sujet se sente mieux et qu'il ne soit plus sujet à de telles crises de comportement. Et c'est cela qui fait que, d'une certaine manière, il y a à se comporter de cette manière-là, il y a à solliciter, n'est-ce pas, l'avis, l'intervention d'un expert, d'un psychanalyste. À travers tout ceci, Freud a pu aller jusqu'à l'affirmation de la thèse de l'inconscient, à savoir que l'inconscient existe puisqu'il se manifeste. Nous sommes donc passés de l'idée de l'hypothèse de l'inconscient à l'idée même de la thèse réelle de l'inconscient qui habite le sujet, qui lui fait faire des actes qu'il ne peut expliquer lui-même parce que n'étant pas en mesure de les produire, donc tous les actes dont l'origine n'est pas consciente échappent à la conscience et on va les loger dans la perspective de l'inconscient et on dira que c'est l'inconscient qui a produit ces actes. Ils sont donc des actes inconscients, des actes des productions psychiques de l'inconscient qui peuvent confirmer que dans le psychisme humain n'existe pas seulement que de la conscience, mais aussi de l'inconscient. Alors, cela va donner lieu à une nouvelle représentation du psychisme et qui va conduire Freud à vouloir décrire le psychisme. Mais en clair, on ne saurait décrire une chose immatérielle. Le psychisme n'étant pas matériel, ne saurait être décrit comme un objet matériel en tant que tel, comme le cerveau par exemple, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi ici on parlera plutôt de description symbolique que Freud va appeler topique. Dans la première topique, Freud va distinguer une antichambre, un grand espace dans lequel il va loger l'inconscient, et à côté, dans une pièce plus étroite qu'il appelle le salon, il y aura ce qu'il appelle le système de la préconscience. Et entre les deux, il y aura le gardien qui va refouler les tendances qu'il considère comme inacceptables à la vie en société et qui pourraient avoir des incidences négatives dans l'équilibre du psychisme individuel. Donc, dans cette conception-là, Freud va considérer que la place de l'inconscient est plus grande que celle de la conscience dans le psychisme du sujet. Il y a donc beaucoup plus de choses dans l'inconscient
que dans sa conscience, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi il est davantage déterminé par des choses qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne comprend pas, plutôt que par la conscience elle-même. Mais Freud sera amené à abandonner cette première topique parce qu'il va constater que le refoulement n'est pas conscient. C'est parce que le refoulement n'est pas conscient qu'on ne peut loger l'instance du refoulement au niveau de la préconscience. Il va donc changer de description. Et dans la seconde topique, il va considérer trois instances distinctes, à savoir le ça, le moi et le surmoi. Alors, dans cette description, le ça est considéré comme l'instance qui va focaliser tous les désirs et toutes les pulsions qui veulent se satisfaire automatiquement sans tenir compte de la réalité et des possibilités du sujet. Alors donc, c'est le siège de tout ce qui est irrationnel comme désir chez le sujet et qui va donc ici constituer une source de trouble, une source de conflit par rapport à l'équilibre du sujet. Le surmoi, par contre, sera l'opposé de ça et va être l'intériorisation des interdits sociaux. À partir du surmoi, tout ce que désire le sujet sera réprimé, sera interdit. Et ici, il va y avoir conflit entre le ça et le surmoi. C'est donc le moi qui va jouer un rôle d'arbitre et qui va faire en sorte que les désirs issus du ça, dans certaines situations, puissent être satisfaits en tenant compte de la réalité et que parfois les interdictions du surmoi ne se trouvent pas justifiées, n'est-ce pas, puisqu'elles ne tiennent pas compte des possibilités, n'est-ce pas, de satisfaction qu'offre la réalité sociale. C'est donc au moi de faire l'équilibre et de faire la jonction entre ces différentes instances, de sorte que le sujet lui-même puisse être en conformité, en cohérence avec lui-même. Et c'est cela qui fait que le rôle du moi est un rôle extrêmement difficile. Et dans cette perspective, Freud en arrive à montrer que le refoulement lui-même est une opération défensive du moi. C'est parce que ces pulsions, étant prises en charge par la conscience, risqueraient de perturber l'équilibre du psychisme que le moi se charge de les évacuer dans un réservoir où la conscience n'a pas accès, et c'est ainsi que ces pulsions ne vont pas se manifester à la conscience. Mais nous avons vu que le refoulement ne détruit pas les désirs refoulés, il ne fait que les parquer quelque part en attendant que la conscience soit amoindrie. Et c'est pourquoi dans les cas où la vigilance du sujet est amoindrie, dans les cas d'évanouissement, dans les cas de somnambulisme, dans les cas d'ivresse, par exemple, il arrive au sujet de révéler certaines choses qu'il ne révélerait jamais consciemment parce que sa vigilance a été réduite, elle a été mise à défaut. Et donc, ici, puisque le refoulement n'est pas totalement efficace, Freud va préconiser la sublimation qui va apparaître comme un dépassement du refoulement et comme une socialisation du désir qui apparaît d'emblée comme asocial dans des productions valorisées socialement parlant, comme l'art, comme les manifestations esthétiques, les manifestations physiques, n'est-ce pas, le sport, la lutte, etc., la danse, donc les manifestations sportives dans lesquelles il y a possibilité pour le sujet d'extérioriser, n'est-ce pas, ces pulsions agressives ou ces pulsions libidinales en quelque sorte. Et tout cela fait que, en fonction des éléments de la société, il va être possible de les accepter et de leur donner une valeur morale, on va dire, socialement acceptable en quelque sorte. Et c'est cela qui fait que, au lieu de se contenter de refouler, il va falloir prendre conscience des éléments refoulés et leur donner une possibilité de se manifester en société, mais d'une manifestation qui sera, on va dire,
acceptables par l'art, la musique, le dessin, la peinture, les manifestations sportives, etc., qui vont manifester l'intériorité du sujet, mais d'une façon qui soit socialement acceptable et non plus d'une manière dont il faudrait se débarrasser, n'est-ce pas, par le refoulement. Alors, ici, avec Freud, nous avons une nouvelle approche de l'homme, et comme le dira Paul Valéry, la conscience règne, mais ne gouverne pas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chez l'homme, l'homme apparaît comme un être conscient, mais dans tous ces faits de conscience, il y a des relents cachés, il y a des intentions et des désirs qu'il ne maîtrise pas et dont il n'est pas véritablement l'auteur à proprement parler. La question se pose alors de savoir ce qu'il en est de la liberté humaine, ce qu'il en est de la liberté humaine, ce qu'il en est de la responsabilité de l'homme s'il n'est pas capable de savoir pourquoi il agit, pourquoi il pense, pourquoi il désire ceci plutôt que cela. En ce moment-là, il y a interrogation à se poser à ce niveau-là. Et donc, voilà où nous mène l'analyse freudienne de la conscience, n'est-ce pas, qui va poser un certain nombre de problèmes. Alors, nous en sommes arrivés à retourner au point de départ, à savoir avec Socrate, qui faisait de la philosophie non pas une étude des choses du monde extérieur, comme le faisaient les premiers présocratiques, mais une étude du sujet lui-même, et c'est pourquoi Socrate disait « connais-toi toi-même ». Mais connais-toi toi-même en fonction d'un certain nombre de choses. Si nous prenons en considération l'existence de l'inconscient, sera-t-il possible au sujet de se connaître lui-même? Si l'inconscient existe, est-il vraiment possible de se connaître soi-même? Et donc, si quand l'homme agit, il ne sait pas pourquoi il agit, s'il n'est pas maître lui-même de ses propres décisions, s'il n'est pas maître de ses propres désirs, de sa volonté, en ce moment-là, sera-t-il en mesure de savoir pourquoi il s'est comporté de telle et telle façon et pourquoi il a agi de telle ou telle façon? Donc, l'apparence de savoir que nous avons nous-mêmes à partir de la conscience, qui est contredite par la réalité de l'inconscient, fait que cette injonction socratique à savoir se connaître soi-même apparaît comme véritablement problématique. En ce sens, l'homme est irresponsable de lui-même, est irresponsable de ce qu'il fait. A-t-il la liberté d'agir ou de ne pas agir, ou n'est-il pas contraint par des causes qu'il ne peut cerner en lui-même? Voilà pourquoi la question du refus de l'inconscient sera posée à travers l'histoire de la philosophie par des philosophes comme Jean-Paul Sartre, comme Alain, qui considèrent que le freudisme est l'art d'inventer en chaque homme un animal redoutable. Et donc, ce refus de l'inconscient ne consisterait-il pas dans la volonté de préserver la dignité ontologique du sujet? Autrement dit, refuser l'inconscient ne permettrait-il pas finalement de donner à l'homme la possibilité de répondre de soi-même, d'être l'auteur de ses actes et d'être le maître de son existence et ainsi d'être le sujet de l'histoire tel que l'ont pensé les philosophes du sujet, et contrairement aux philosophes du soupçon qui, eux, vont restreindre drastiquement, si l'on peut dire, la part de responsabilité qui échoit au sujet par rapport à ses actes, à ses comportements et à ses intentions. Voilà donc cela qui apparaît comme problème dans l'étude des rapports entre la conscience et l'inconscient, qui étudie ici, n'est-ce pas, un sujet éminemment anthropologique, car comme l'a montré André Ouzoulias, lorsque nous réfléchissons sur la conscience, c'est sur le statut ontologique du sujet humain que nous réfléchissons. Que pouvons-nous attendre de l'homme? La réponse à cette question va découler de l'analyse que nous ferons de la conscience et peut-être aussi de l'inconscient. Je vous remercie.